Bonjour! Si je vous parle de la mère des droits des femmes, vous me citerez peut-être Olympe de Gouges ou Emmeline Pankhurst, mais il est grand temps de se décentrer de notre vision européenne du féminisme et d'aborder une femme hyper badass que j'ai découverte récemment. Funmilayo Ransome Kuti, aussi surnommée la lionne de l'Isabi. Ouais, tout de suite ça sonne un peu moins européen. L'histoire de Funmilayo est principalement celle d'un combat entre un pays de tradition matrilinéaire et un empire colonial plutôt patriarcal, j'ai nommé le Royaume-Uni. Mais revenons un peu avant la naissance de Funmilayo pour mieux comprendre le contexte. En 1886, le Nigeria est placé sous le protectorat du Royaume-Uni et il devient une colonie en 1914. L'administration alors mise en place exclut complètement les femmes de la vie politique, alors que jusque-là elles avaient joué un assez grand rôle au niveau politique et économique, et principalement dans le domaine du commerce. Ces restrictions donnent d'ailleurs lieu à une guerre des femmes en 1929 dans le sud-est du pays, contre l'autorité coloniale. En 1900, donc, dans la ville d'Abeokuta, naît Funmilayo Ransome Kuti. En fait, son nom de naissance est Frances Abigail Olufunmilayo Thomas. Elle naît de parents chrétiens d'origine Yoruba. Les Yoruba sont un groupe ethnique principalement présent au Nigeria. Elle reçoit d'eux une éducation stricte, à la fois Yoruba et chrétienne. La petite Funmilayo est pionnière dès son plus jeune âge, puisqu'elle est la première fille inscrite à l'école d'Abeokuta de 1914 à 1917. Elle enseigne brièvement au Nigeria, puis elle part étudier en Angleterre. Elle y fréquente une école pour filles où elle apprend l'élocution, le français, la musique, les tâches domestiques. C'est là-bas, apparemment face au racisme qu'elle subit, qu'elle décide d'abandonner son nom anglais et de se faire appeler Funmilayo, qui signifie « donne-moi du bonheur » en Yoruba. Elle rentre au Nigeria en 1922, où elle reprend l'enseignement et épouse un révérend anglican. Dans les années 30, le couple investit dans une voiture qu'ils doivent faire venir d'Angleterre et Funmilayo devient la première femme à passer le permis au Nigeria. Pionnière encore et toujours. Funmilayo et son époux ont 4 enfants, une fille et 3 fils. Funmilayo cesse d'enseigner après son mariage, mais son engagement féministe se dévoile dès 1932. Elle crée le Club des femmes d'Abeokuta, d'abord destiné à l'apprentissage de travaux manuels. Dans les années 40, cependant, le club prend un tour un peu plus politique. Il s'ouvre aux femmes de toutes les origines sociales et s'attache de plus en plus à leur alphabétisation. Funmilayo considère que la vraie situation des femmes nigérianes doit être jugée à partir des femmes qui portent leur bébé sur leur dos du matin au soir pour travailler dans les champs, et non à partir des femmes qui utilisent du thé, du sucre et de la farine au petit déjeuner. En 1944, elle mène une campagne réussie pour empêcher les autorités locales de confisquer illégalement du riz aux femmes qui en vendent sur les marchés. Parce que ça se faisait avant ça. En 1946, le club devient l'Union des femmes d'Abeokuta, une association féministe et anticoloniale dans laquelle les femmes parlent le Yoruba et s'attachent à porter des tenues traditionnelles. En 1947, toujours à Abeokuta, elle mène une nouvelle campagne contre une taxe spéciale imposée aux femmes qui pratiquent le commerce. Elle fait appel contre cette taxe aux autorités britanniques, fait circuler des pétitions, mais les autorités d'Abeokuta interdisent alors les manifestations de femmes pour tenter de calmer les choses. Funmilayo répond en organisant des pique-niques qui attirent jusque 10 000 participantes, mais sont durement réprimés par la police. Les fonds de l'association permettent de payer les frais de justice des femmes interpellées. En 1949, à force de manifestations, elle parvient à faire temporairement abdiquer le dirigeant d'Abeokuta et à faire suspendre cette taxe. À cette époque, l'Union des femmes d'Abeokuta compte plus de 20 000 membres. Les premières victoires de Funmilayo l'incitent à se montrer active au niveau national et à lutter pour l'indépendance de son pays. Elle siège à plusieurs reprises au conseil local d'Abeokuta, obtient un siège à la Maison des chefs en 1951. En 1947 encore, elle se rend à Londres dans le cadre d'une délégation dont elle est la seule femme pour protester contre une proposition de constitution. Elle y délivre un discours sur les problèmes que rencontrent les femmes nigérianes et signe un article dans le Daily Worker, où elle accuse le colonialisme d'avoir marginalisé ces femmes. En 1949, quand de nouvelles discussions ont lieu autour d'un projet de constitution, elle est envoyée pour représenter la ville d'Abeokuta et est de nouveau la seule femme à prendre part aux discussions. La même année, elle fonde l'Union des femmes nigérianes pour défendre les droits des femmes dans tout le pays. Elle en crée des branches locales dans de nombreuses villes et tient une conférence en 1953 pour le suffrage des femmes. Elle perd son mari d'un cancer de la prostate en 1955, ce qui la marque durement puisqu'elle était toujours partagée entre ses engagements politiques et le temps souvent trop bref qu'elle passait avec lui durant sa maladie. Durant les années qui suivent, elle ouvre de nouvelles écoles à Abeokuta, crée des liens avec d'autres organisations féministes sur le continent africain, mais aussi en Angleterre, en Chine, en URSS, en Suisse, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Pologne. Elle voyage beaucoup et les autorités britanniques craignent qu'elle ne diffuse l'idéologie communiste suite à son voyage en Chine. Mais Funmilayo se définit plutôt comme une africaine socialiste. À cause de ces craintes pourtant, elle ne peut plus renouveler son passeport et les États-Unis lui refusent un visa quand elle en fait la demande.
Elle tient même une conférence de presse pour affirmer qu'elle n'est pas communiste, mais sans succès. Elle ne récupère son passeport qu'en 1960, à l'indépendance du Nigeria. L'indépendance du pays permet enfin aux femmes d'accéder au droit de vote, inscrit dans la Constitution. L'œuvre de Funmilayo touche à sa fin. Elle continue de s'investir pour les droits des femmes dans le cadre de plusieurs associations. Elle est admise à l'Ordre du Niger en 1965 et obtient le prix Lénine pour la paix en 1970. Vers la fin de sa vie, son fils, Fela Kuti, chanteur célèbre et activiste, prend la parole à son tour en critiquant la dictature d'Olusegun Obasanjo. Il fait de sa maison une commune dans laquelle les opposants politiques peuvent se rassembler et qu'il surnomme la République de Kalakuta, ne reconnaissant pas l'autorité en place. Il se fait arrêter à de nombreuses reprises et critique l'armée et le gouvernement nigérian dans son album Zombie en 1976. En représailles, le 18 février 1977, des militaires prennent d'assaut la maison familiale de Lagos, se saisissent de Funmilayo, qui rendait visite à son fils ce jour-là, et la jettent par la fenêtre. Elle tombe dans le coma et décède de ses blessures un an plus tard, le 13 avril 1978, à l'âge de 77 ans. Le gouvernement déclare que la maison des Ransom Kuti a été assaillie par 1000 soldats non identifiés. L'hommage rendu à Funmilayo est immense. Il est raconté par sa petite fille, Yeni Lawson Kuti. Lors de la levée de son corps, il y avait des centaines de personnes à la morgue. Moi, je pensais que c'était à cause de mon père. Mais quand nous sommes arrivés à Abeokuta, les vendeuses du marché étaient toutes debout. Elles patientaient devant les portes d'Abeokuta. Elles furent des milliers à marcher et accompagner le cercueil de ma grand-mère jusqu'à l'école, où s'est tenue la veillée funéraire. Elle est enterrée dans le caveau de son mari. Un an plus tard, son fils dépose un cercueil devant les quartiers généraux du Nigeria pour commémorer sa mort. Ses frères et sœurs continuent également de jouer un rôle important dans le développement du pays, dans les domaines de l'éducation, de la santé, des arts et de la politique. Le nom de Funmilayo Ransom Kuti demeure très connu au Nigeria, où elle est devenue une figure nationale. Elle reste une influence pour beaucoup de politiciennes et de féministes actuelles. Sa petite fille dit d'elle « Je crois qu'elle était féministe, mais pas dans le sens le plus moderne. Vous savez qu'elle était juste une femme, et chez les Yoruba, les femmes sont des personnalités très fortes. Ma grand-mère était un personnage fort. Elle était disciplinée, courageuse, forte d'esprit et avec une volonté de faire. Elle était prête à mourir pour ses idées. » Le gouvernement nigérien propose de la faire figurer sur un billet en 2012. Mais son petit-fils trouve la démarche déplacée au vu de l'implication des autorités de l'époque dans sa mort. Il refuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai choisi pour une fois de parler d'une femme un peu moins connue, en tout cas en Europe, parce que c'est à ça aussi que ça sert, les Gentes Dames Badass. Pas de parler des femmes que vous me réclamez et donc que vous connaissez déjà, mais des femmes que vous ne connaissez pas et qui méritent d'être connues. J'ai beaucoup dit connues dans cette phrase. Pour vous situer, j'étais censée sortir un chronique de prof en début novembre, mais les recherches m'ont pris énormément de temps, et maintenant je me retrouve avec 90 pages qui constituent mes recherches condensées, et dont je dois faire un épisode de 20-30 minutes. Donc c'est très long, et j'ai un petit peu une panne d'écriture sur cet épisode, d'où l'idée de sortir un Gentes Dames Badass en attendant ce Gentes Dames Badass que vous venez de voir. Mais je continue d'avancer, puisqu'à côté je travaille aussi sur mon prochain livre d'histoire donc. J'ai aussi commencé à écrire un roman, donc j'écris beaucoup, et du coup là, l'épisode chronique de prof a été un peu mis de côté ces temps-ci. D'autant que, comme je viens de le dire, il est compliqué à écrire. Mais j'y reviendrai, bien sûr, chronique de prof, c'est pas terminé. Je suis pas sûre qu'il sorte en 2021, pour tout vous dire. Ça sera peut-être plutôt en 2022, enfin début 2022 pour maintenant, parce que c'est galère. Mais vous le verrez quand vous le verrez, enfin vous comprendrez. En attendant, peut-être qu'il y aura un autre Gentes Dames Badass entre deux, peut-être que je sortirai une vidéo sur les films que j'ai vus au cinéma cette année, parce que l'an dernier il n'y en avait pas eu tant que ça, mais cette année on a pu y retourner un petit peu, tant que ça dure. Voilà, je sais plus où j'en étais. Donc on se retrouve pour les prochaines vidéos. Et oui, je voulais vous dire aussi que c'est bientôt Noël. Si vous manquez d'idées de cadeaux, j'ai toujours en stock et dans toutes les librairies officielles. Je me trompe toujours de livre, c'est jamais le bon livre que je montre. On va la refaire. On va la refaire, vous êtes prêts? Attention. Improvisation. Oui, je voulais vous dire aussi que, puisque Noël approche, si vous manquez d'idées pour vos proches, vous pouvez leur offrir, et cette fois, ça va être le bon livre. Quoique l'autre était très bon aussi, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Ça, c'est La vie quotidienne au Moyen-Âge, qui est sorti en décembre 2020 maintenant, que j'ai écrit, et qui parle, comme vous pouvez l'imaginer, de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Que ça soit l'hygiène, l'alimentation, les loisirs, l'éducation, plein de choses bien. Et donc voilà, offrez-le si vous le souhaitez. Et à bientôt!